à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Il évolue à une vitesse de croisière dans la haie vive et environ. Le projet asphaltage est à plus de 60% d'exécution dans ce quartier au cœur de la ville de Cotonou, à suivre le constat de Jérôme Mumba. Quelle filière choisie après le succès au baccalauréat? Une vraie problématique pour ces futurs étudiants. Une opération d'orientation dénommée confirmée ou changement du choix de la filière est lancée sur toute l'étendue du territoire national. Et puis 5 personnes tuées et près de 200 autres arrêtées en Afrique du Sud. Le pays est plongé depuis dimanche dans des violences qualifiées de totalement inacceptables par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Bienvenue si vous nous rejoignez. 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Plusieurs rencontres ont ponctué le séjour de la délégation béninoise en terre japonaise, notamment dans la ville de Yokohama. Face à la presse, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération n'a pas manqué de relever le mémorandum signé avec les partenaires japonais pour la construction d'une industrie de transformation textile au Bénin. Outre le symposium organisé pour vendre la destination au Bénin, il était aussi question de ratisser l'âge pour la consolidation et la coopération bénino-nippone dans le secteur du numérique. Retour sur le point de presse du ministre Aurélien Agwenoshi au micro de Renaud Akapo. Le président a rencontré le vice-gouverneur de la Japan Bank for International Cooperation. C'est la banque qui accompagne les investissements dans les pays et cette banque va accompagner ce projet que nous avons de l'ouverture, de la création d'une usine par la compagnie privée Marubeni du Japon, ici. Le président a rencontré évidemment la Ligue parlementaire d'amitié entre le Bénin et le Japon. Il a également accordé une audience à une délégation de la Ligue d'amitié Japon-Afrique. Il a aussi une rencontre très très importante dont je tiens à vous parler, c'est qu'il a vu M. Hirai Tauka, qui est une des personnalités très importantes dans le domaine des technologies dans ce pays-là. Le président a rencontré des personnalités politiques, le président du Komeito, qui est un parti en coalition avec le Parti libéral, c'est l'honorable Yamaguchi Natsuo. Le président a eu quelques entretiens particuliers avec certaines personnes de notre communauté, mais l'événement clé de rencontre avec la diaspora, c'est cette rencontre que le président a eue avec le champion de la NBA américaine, M. Rui Hachimura, qui est un basketteur bénino-japonais et qui évolue au Washington Wizards et qui est une équipe de la NBA américaine. Ce champion qui est une star mondiale, mais une star très célébrée au Japon, est aussi le symbole du lien que l'on peut avoir entre le Japon et le Bénin. Et le président était très heureux de l'accueillir. Et le président était bien avisé de le recevoir, puisque au cours de toutes nos audiences après, même avec le Premier ministre, on parlait toujours de Hachimura. Ils ont demandé au président, est-ce que vous êtes au courant que Hachimura est un Japonais d'origine béninoise? Parce que son papa est béninois, sa maman est japonaise, et c'est un grand champion de basket qui a fait quelques promesses de s'investir aussi au Bénin. Je suis sûr qu'en temps utile, il vous parlera, il aura l'occasion de visiter le pays et vous parlera de cela. Il est important pour clôturer les rencontres que le président a eues de dire qu'il a été invité aussi, comme ses pairs, à ce qu'on appelle une séance de thé au palais impérial, ce qui lui a donné l'occasion de serrer la main au nouvel empereur du Japon. Je vais maintenant terminer par les activités parallèles de notre délégation. La première activité parallèle, et qui est l'activité phare, c'est le symposium qui a été organisé sur le thème « Le Bénin, porte d'entrée sur le marché ouest-africain ». Un événement qui nous a permis de présenter aux investisseurs privés japonais les opportunités d'investissement dans notre pays. Ça, c'est l'événement parallèle essentiel. Il y a eu un autre événement qui me paraît aussi important, c'est la signature que le ministre de l'Économie et des Finances a eu à faire d'un mémorandum d'entente entre notre pays et la société Marubeni pour la construction d'une usine textile intégrée destinée à la transformation de la production cotonnière locale.
nous ne pouvons pas nous contenter d'exporter tout ce que nous produisons en coton. Nous sommes devenus cette année le premier producteur en coton. Le président Talon l'avait dit, il avait promis, il l'a fait. Ce n'est pas une incantation gouvernementale, c'est une réalité constatée par des institutions indépendantes. Et donc, nous avons aussi au niveau du gouvernement entrepris de commencer par transformer une partie de notre coton, et je suis heureux de ce partenariat avec Marubeni, et le ministre Ouadani a signé le mémorandum d'entente avec cette société-là. Nous avons eu aussi un panel d'échange avec quelques investisseurs japonais le mercredi 28 août, ce qui a été très intéressant. Il y a eu un panel organisé par la Bank of Tokyo Mitsubishi, également, dans l'intérêt de faire connaître le Bénin. Il y a eu également une présentation des opportunités d'affaires en Afrique francophone et dans la zone UEMOA. Et il y a eu aussi une réunion qui a permis de faire le point des réformes qui ont été entreprises au Bénin. Je dois aussi mentionner que ma collègue, la ministre de l'économie numérique, qui faisait partie de la délégation, la ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, a participé à la table ronde sur l'économie numérique. Et l'objectif de cette table ronde, bien entendu, était de définir les axes de coopération entre le Japon et l'Afrique sur les questions relatives à l'économie numérique. Une autre rencontre est prévue dans les mois à venir pour définir un certain nombre de projets prioritaires sur lesquels le Japon voudrait s'engager avec le collectif des pays africains. Je pense que tous ces responsables que mes collègues ont rencontrés ont montré leur intérêt pour les projets dans notre pays. Ils ont discuté de quelques actions concrètes que je suis persuadé connaîtront des débuts d'application dans les semaines qui viennent. Alors, qu'est-ce que je dois retenir? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout cela? Ce que nous pouvons retenir, c'est que la TICAD reste une initiative durable de partenariat qui est très pratique. Le fait de voir qu'il y a une convergence de vues et que les thèmes regroupent ce que nous avons mis dans notre programme d'action du gouvernement et la direction dans laquelle le président de la République veut aller, prouve à suffisance que ce pays est maintenant sur les rails, que nous sommes dans la bonne direction et que nous sommes en phase non seulement avec ceux qui parlent du développement dans le monde, mais avec l'ensemble de la communauté internationale qui est soucieuse de l'amélioration des conditions de vie ici et là. La diplomatie d'un pays, ce n'est pas partisan. On reste ensemble, comme il s'agit de la défense, pour construire l'image du pays, pour construire la crédibilité du pays, pour construire l'appréciation que l'on peut avoir du pays. Ça sert à tout le monde, ça sert au développement. Je vous remercie de votre attention. Voyons à présent cette activité de l'Union progressiste fédérer les militants autour d'un même creuset qui replace la vision du parti dans les habitudes. L'Union progressiste s'inscrit dans cette logique. Elle a organisé une conférence de presse pour annoncer les journées qu'elle organise le 7 et le 8 prochain à Abomey-Calavi. Jérôme Mungbo et on sait ça, ça va. Dans la dynamique de formation d'un ensemble plus fort et unifié, l'Union progressiste, créée en décembre 2018 avec plus de 75 000 membres fondateurs, veut rasseoir ses bases militantes. Et c'est à travers des journées de l'UP le 7 et 8 septembre prochains à Abomey-Calavi, au Palais de Gratitude. Il est question, à travers ces journées-là, de permettre à nos militants d'apprendre à mieux se connaître, d'apprendre à travailler ensemble et d'étudier ensemble un ensemble de thèmes que le comité d'organisation va leur soumettre. Il s'agira pour eux, les 7 et 8 septembre prochains, de réfléchir sur le militantisme au sein de l'UP. Le défi pour l'Union progressiste aujourd'hui est de former un militant de type nouveau, conscient de son rôle et de ses responsabilités en tant que progressiste et capable d'impacter son environnement dans sa façon et par sa façon de penser, d'agir en vue d'induire un changement positif autour de lui. Les journées du progressiste devront permettre de fédérer les différents groupes constitutifs de notre parti, de les fédérer dans un même esprit autour d'un même idéal politique, le progressisme. Ces retrouvailles font suite au projet Graines de Baobab et Connaître le Bénin. Cette première édition est intitulée Le militant progressiste. L'objectif visé par ce thème à travers ces journées
est de fédérer les militants autour d'un idéal commun, à l'effet de la formation d'une génération de militants progressistes incarnant nos valeurs, les valeurs progressistes. Un parti bien organisé, un parti qui a une vision et qui veut pérenniser son existence, doit régulièrement se remettre en cause ou doit se retrouver avec ses militants pour voir là où ils sont par rapport à une période. Je crois que l'UP, bientôt ça va nous faire 1 an que nous existons officiellement. Est-ce que nous sommes collés à la vision que nous nous sommes donnée préalablement? L'Union progressiste compte 46 députés à l'Assemblée nationale. Le parti du Baobab entend créer à terme une génération de militants convaincus, capables de disséminer autour d'elle les valeurs progressistes afin d'induire des changements de qualité dans la société. L'UP est toujours ouverte à d'autres adhésions dans tout le Bénin. Un tour dans les rues de Cotonou pour parler du projet asphaltage qui est un maillon important du programme d'action du gouvernement dans la haie vive et environ. Il est déjà à 65% de réalisation. Comment les travaux évoluent-ils? Jérôme Ombois et Varis Zomao nous en disent davantage. L'asphaltage était annoncé comme une action forte du gouvernement. Lors du lancement du programme d'action le 16 décembre 2016 au Palais de la Marina, le chef de l'État avait indiqué que sa satisfaction serait grande s'il parvenait à réussir ce pan de ses ambitions. Parmi les 660 rues concernées dans 9 communes pilotes, le LOSISA à Cotonou-Révive prend en compte 94 rues. Les difficultés des populations étaient immenses. Pour moi, je ne connais pas ici. Bon, la voie était dégradée. Et mon amortisseur peut toutefois souffrir. La moto aussi peut vieillir. Grâce à la dégradation, chaque fois si je tombe dans les trous, ça peut toutefois créer des dommages pour ma moto. C'était pas praticable du tout. Surtout là, bon, on souffrait la plupart du temps. On souffrait quand on prenait ces ruelles-là et ça me dérangeait. Et l'état de notre moto parfois est dérangé. À ce jour, nous avons un pourcentage d'avancement général de 65%. Ça veut dire que en matière de rues terminées et bitumées, à ce jour, nous sommes à 12 rues. Mais nous travaillons beaucoup plus sur la zone 2, qui est la zone la plus concentrée en rue. La zone 2 et la première zone, qui est la zone de Livingston, ces 2 zones déjà totalisent plus de la moitié. Nous avons 35 et 23, ça fait à peu près 58 rues qu'on a presque terminées. Donc ces rues ont déjà pris de la couche de base et du gravillonnage à 90%. Donc nous sommes sur les enrobés dans ces zones. Ici, nous sommes dans la rue de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Sa construction a échappé à plusieurs gouvernements, mais celui du président Patrice Talon l'a réalisé entièrement en bitume. La zone de l'ancien président Soglo, c'est à côté, c'est dans la zone 2. Cette rue est déjà bitumée. Maintenant, je vois que, d'ailleurs, la SATOM qui est en train de faire la voie, je pense que, que leur travail, c'est un travail de bonne qualité, quoi. Je vois des caniveaux, et ces eaux-là vont circuler dans les caniveaux. Avec ça, il n'y aura pas d'eau de glissement ici. Je souhaite que toutes les autres communes en bénéficient et que plus d'inondations comme d'habitude. Aujourd'hui, ça va mieux. On est fiers d'être. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fier d'être béninois. Parce que quand je sors un peu du pays, je vois les autres pays d'alentour, on est en train de dépasser certains pays déjà. Tout comme l'asphaltage, plusieurs autres projets phares caractérisent les réformes de la gouvernance de la rupture. Je pense que pour la gouvernance, c'est mieux. Moi, je dis que c'est un président qui mérite d'être félicité. Puisque je vois qu'on a un président courageux, puisque le Béninois est têtu. Le Béninois est têtu, c'est le président qu'il faut pour le Béninois. La plupart des clients qu'on a l'habitude de prendre apprécient parce qu'ils sont en train de comprendre le bien fondé, je suis apolitique naturellement, du projet ou du PAG. Ce point, j'admire l'actuel président qui fait de son mieux
quelle que soit la résistance, quelle que soit les problèmes, les difficultés qu'on essaie de lui créer dans tous les sens, il est toujours serein et ferme et j'admire ça. Et ce que je peux dire, c'est qu'il continue, qu'il soit serein jusqu'à la fin, afin qu'on puisse voir un nouveau visage, non seulement de la Heavy, mais du Bénin. Et quand on sort, on peut aussi se booster le torse pour dire oui, je suis béninois. Les travaux du lot CISA s'inscrivent dans un délai contractuel de 15 mois et devraient prendre fin en décembre 2019. Mais il y a eu quelques situations, notamment dues au problème de réseau et quelques difficultés aussi au niveau de la structure qu'on a dû revoir. Tout ceci nous a amené à demander un délai complémentaire. Donc on espère avoir quelques mois en plus pour finir le chantier correctement dans les règles de l'art. Comme le ministère du Cadre de Vie et du Développement durable, les autres départements mettent aussi les bouchées doubles pour une fin appréciable du programme d'action. Autre actualité ce soir, le Conseil départemental de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies du littoral est installé. La cérémonie d'installation de ses membres a eu lieu aujourd'hui à la préfecture de Cotonou. Enoch Okwati et Monique Toron. Je voudrais vous féliciter d'avoir été retenu pour donc siéger au niveau du CDLS-TP du département du littoral. Les réformes nécessaires au mieux-être de la population prennent une nouvelle tournure dans le secteur de la santé. Ces hommes et femmes prennent à compter de ce mercredi 4 septembre 2019 de nouvelles charges en la matière avec pour mission la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies. Un organe dont la mission est clairement définie. Dans le contexte actuel d'épidémie de choléra et de dengue dans le département du littoral, l'installation de ce conseil est opportun car il a, entre autres, pour rôle de veiller au bon fonctionnement du système de surveillance épidémiologique au niveau départemental. Le CDLSTP, le Conseil départemental de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies est la représentation du CNLSTP au niveau des départements du Bénin. Décentraliser le CNLSTP est d'une importance capitale parce que le Conseil national s'occupe de tout ce qui est thématique épidémie, mais n'est qu'au niveau national. Il est normal que ce qui se passe au niveau préfecture, que le Conseil national ait des éléments probants, ait des éléments justes au niveau des préfectures. Et de la même manière, ça va être décentralisé au niveau des communes également. Là, ça permet de savoir tout ce qui se passe au niveau de la base et ça fait partie des éléments de ce qu'on peut appeler la sentinelle. C'est un système d'alerte qui est en train d'être mis en place. Et ce système d'alerte est en même temps un système de prise en charge de tout ce qui est transversal à l'épidémie. Dans le département du littoral, il est composé de 13 membres et placé sous la présidence du préfet du littoral. Conscient des interventions déjà entreprises par les membres pour une riposte adéquate, j'exhorte chaque acteur à davantage d'actions préventives car la prévention à travers la sensibilisation et la communication sur les mesures d'hygiène et d'assainissement de base au sein des communautés restent les meilleurs moyens de lutte contre les fléaux aux facteurs de risques environnementaux. Ce faisant, le Bénin s'inscrit dans la dynamique des orientations de l'Organisation mondiale de la santé qui voudrait que d'ici 2030, l'on puisse mettre fin à l'épidémie du sida, du paludisme, de la tuberculose, des hépatites et des maladies tropicales négligées. Nous avons de grands défis à relever. Nous avons beaucoup à faire. Le chef de l'État et nous-mêmes, nous savons que nous pouvons compter sur vous pour relever ces défis. Et que, au cours des sessions de l'organe délibérant du CNLSTP, nous serons fiers quand votre président, devant tous les autres préfets, présentera vos résultats et qu'on verra que vous occupez le premier rang.
Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, le CDLSTP se réunira en session ordinaire 2 fois par an et toutes les fois que cela sera nécessaire. Voyons cette cérémonie de signature de contrat pour la construction de plusieurs infrastructures sanitaires au Bénin. Les zones sanitaires concernées par ce vaste projet du gouvernement sont les communes de Zé, Alada, Ouida, Soava, Avrankou, Apromisérité et Adjara. On fait le point de la cérémonie de signature de ces contrats avec Rebecca Kenjiaode, Gilles Danso et Patrick Imabo. Architecte Endo Takeshi, c'est le nom du cabinet japonais à charge de conduire avec brio les travaux de construction dans les zones sanitaires sélectionnées. Sur sa feuille de route, un cahier de charges planifié à dessein. Exemple, dans la zone sanitaire 3 qui réunit Adjara, Avrankou et Apromisérité, il est prévu à ce stade la construction et l'équipement d'un hôpital de 150 lits. Idem à Ouida avec l'érection d'un centre de santé de 150 lits. L'extension de l'hôpital de zone d'Alada, Tofo et Zé, dans le cadre de sa transformation en centre hospitalier universitaire, est aussi dans l'ordre des priorités. Le choix porté sur le cabinet nippon pour la réalisation de ce projet n'est pas fortuit. Les infrastructures conçues et construites sous la direction éclairée du président directeur général du cabinet architecte Endo Takeshi Associates sont d'une qualité reconnue par tous. C'est pourquoi je suis rassuré que le cabinet architecte Endo Takeshi saura une fois encore accompagner le gouvernement béninois à travers la réalisation des projets de construction en vue de répondre efficacement aux besoins de santé de nos populations. Tout en remerciant de la confiance placée sur l'architecte de notre pays, je voudrais aussi rassurer Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, de notre disponibilité. Nous, l'ambassade, a accompagné le cabinet architecte Endo Takeshi afin que la mission que vous lui confiez soit exécutée de manière exemplaire. La signature de ce contrat vient en droite ligne de la volonté du gouvernement d'élargir le plateau sanitaire par la mise en place d'un dispositif hospitalier de qualité. Elle intervient dans un contexte où la coopération bénino-japonaise, vieille de plusieurs décennies, s'annonce sous de nouveaux jours. En effet, la coopération sanitaire entre nos deux pays remonte aux années 80 et s'est matérialisée par l'appui en équipements médicaux aux hôpitaux du Bénin, dont le Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga, la réhabilitation du Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune de Cotonou, la formation des ressources humaines, l'envoi des experts et de volontaires japonais pour appuyer la santé de la mère et de l'enfant, ainsi que les communautés à la base. Le but, à terme, est de soulager la peine des populations concernées en construisant des infrastructures sanitaires de qualité qui respectent les normes requises. Vous avez un enfant en situation de handicap, inutile de le stigmatiser. Les orthophonistes qui s'occupent de la prise en charge des troubles de la communication et du langage appellent à une inclusion scolaire de ces enfants, notamment l'édition 2019 de la Journée africaine de l'orthophonie recommande un aménagement pédagogique au profit de ces enfants représentant donc des troubles de l'apprentissage. Comment ça marche? Angela Kouya et Brice Chibozo. Faites très attention. Les lettres ne sont pas à leur place. Faites très attention. Cette séance d'apprentissage paraît banale, mais en fait, elle répond à un besoin spécifique, celui de corriger les troubles induits par l'infirmité motrice cérébrale de cet enfant. Le travail du psychologue que je suis consiste ici à travailler l'attention de l'enfant, puisque c'est un garçon qui a aussi de grandes difficultés d'attention et surtout de concentration, ne lui permettant pas d'évoluer ou de répondre correctement aux exigences de l'apprentissage scolaire. Autisme, infirmité motrice cérébrale, trisomie 21, de nombreux enfants en situation de handicap ont besoin d'un projet éducatif individuel pour acquérir certains réflexes. Attention,
Il ne s'agit pas de les isoler dans une classe spéciale, mais de réaliser leur inclusion dans des classes ordinaires. Donc, les premiers qui les gèrent, ce sont les enseignants, sous la tutelle de la direction qui s'est fait épauler par un psychologue et un psychopédagogue. Ensuite, il y a les élèves eux-mêmes, parce que qu'on le veuille ou non, les enfants, quand ils comprennent ce que c'est que le handicap, je vous assure tout, dans cette école, quand vous viendrez à la rentrée ou après la rentrée, vous ne saurez pas distinguer l'enfant handicapé de l'enfant non handicapé. Ils sont tous ensemble et les enfants handicapés, non handicapés les aident beaucoup. Et c'est eux les deuxièmes acteurs qui nous permettent d'intégrer les enfants handicapés. On ne se moque pas d'eux. Ils sont protégés par ces enfants-là, par leur père. Donc, c'est facile. La famille, l'entourage et les professeurs ont un rôle majeur à jouer dans l'apprentissage scolaire de ces enfants. Les orthophonistes, encore plus. Ce sont eux qui vont aider à la correction des troubles du langage et de la communication de l'enfant. Il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui refusent d'accepter dans leur classe des enfants qui présentent des troubles du langage ou des troubles moteurs ou des troubles des apprentissages parce qu'ils n'ont pas souvent les moyens nécessaires pour les accompagner. Voilà. Donc la seule chose que moi je voulais leur recommander, c'est d'accepter d'intégrer ces enfants premièrement et ensuite de rechercher les professionnels qu'il faut. Déjà en commençant par demander aux parents de faire tous les bilans nécessaires, bilan du langage, bilan psychologique, bilan médical. Donc ces bilans-là permettent d'orienter les écoles dans les aménagements nécessaires à mettre en place pour accompagner les enfants. Lorsque l'orthophoniste réalise un bilan orthophonique, par exemple, pour un enfant IMC, par exemple, il donne des recommandations et les aménagements que l'école doit mettre en place pour l'accompagner. Voilà. Et il fait part à l'école de ses objectifs et du projet thérapeutique que lui-même met en place. Même en situation de handicap, l'espoir d'une bonne scolarisation est permis. Il faut pour cela un accompagnement affectif et pédagogique de la part de tous. L'employabilité des jeunes préoccupe SOS Village d'Enfants Bénin. Il a donc initié un projet dénommé YouthCan. Le projet a été lancé en présence de notre reporter Génial Afouda Monsiaboka et Alexis Kenom qui nous font le point. Regardez. SOS Village d'Enfants Bénin milite pour l'employabilité des jeunes via le projet YouthCan. Ce programme vise à renforcer la capacité des jeunes pour les appuyer sur le marché du travail. YouthCan est une opportunité qui doit répondre à nos besoins en s'adaptant à notre contexte et aux situations spécifiques. Nous, jeunes, formulons de voir YouthCan devenir un instrument d'accompagnement durable pour accroître nos chances d'insertion sous diverses formes dans le tissu productif et social de notre pays. Le programme combine les trois piliers, mentor, formation et pratique, et est adapté aux besoins individuels de chaque jeune et au marché du travail local. YouthCan est un bon investissement pour faire du monde un endroit meilleur pour les jeunes, pour leur société et pour les générations à venir. Au menu de la rencontre, des échanges portant notamment sur le thème partenariat secteur public, secteur privé et société civile pour l'employabilité des jeunes. Le marché de l'emploi est devenu une tâche réellement compliquée. Nous avons discuté avec les jeunes et plusieurs parmi eux nous font savoir les difficultés auxquelles ils font face. C'est pour faire face à ces difficultés que notre organisation a lancé YouthCan. Il s'agit de trouver des solutions innovantes pour pouvoir mieux aider les jeunes. YouthCan entre dans la droite ligne du programme d'action du gouvernement qui fait de l'emploi des jeunes une priorité. Les objectifs visés par ce projet, certains retiennent particulièrement notre attention. Il s'agit de
Mobiliser les partenaires pour résoudre le problème de l'employabilité des jeunes. Apporter des solutions inspirantes aux différentes parties prenantes pour améliorer l'employabilité. Soutenir les jeunes à besoins spécifiques ou ayant bénéficié d'une prise en charge de remplacement à entrer sur le marché du travail. YouthCon compte 6 partenaires au plan mondial. À travers ce projet, SOS Village d'enfants poursuit ses œuvres sociales au profit des enfants orphelins et démunis. Et ce sujet en titre, répondant à la demande des parents d'élèves à propos du choix de la filière après le bac, le ministre de l'Enseignement supérieur a lancé sur toute l'étendue du territoire national l'opération confirmation au changement du choix de la filière. À Cotonou, c'est le Collège d'enseignement en général Sainte-Rita qui a accueilli l'opération. Le ministre Marie-Odile Astanasso s'y est rendu. Plus de détails avec Blaise Adampo et François Zinso. Moi, je n'ai pas encore fait de choix. Vous aviez choisi quoi avant? Échange à bâton rompu entre les nouveaux bacheliers et la ministre de l'Enseignement supérieur sur le choix des filières à l'université. Bon, 11h47. Bon. Maintenant, vous voulez choisir quoi? Bon, je veux confirmer mon choix, quoi. Ici, au Collège d'enseignement général Sainte-Rita, ces nouveaux bacheliers viennent soit pour confirmer, soit pour changer de filière, même si le choix a été fait avant l'examen. Constat, beaucoup de changements de filière. Je suis venue aujourd'hui pour changer les choix que j'avais fait avant l'examen. J'ai pris la comptabilité que je pensais faire à l'ENA, mais maintenant je veux changer pour prendre l'administration des finances à l'ENA. Je suis venue pour modifier les filières que j'avais choisies avant le bac. Les raisons de ces changements de dernière heure sont multiples. Avant le bac, on avait eu des listes concernant les filières. Mais après les résultats, on s'est plus orienté. On s'est rendu dans les facultés, dans les écoles, pour pouvoir savoir la filière qui nous correspond. L'université que j'avais prise aurait une mauvaise réputation, donc ça correspond plus à l'attente des parents et moi-même, ça correspond à mon attente, donc je préfère aller à l'ENAM pour faire l'administration des finances. Je n'avais pas suivi des journées d'orientation. Après le bac, on a suivi des journées d'orientation, ce qui nous a permis de mieux comprendre nos choix et c'est ça qui m'a amené à changer les filières. On a eu la fiche le même jour et on nous a demandé de rendre ça. Donc du coup, on a juste rempli pour remplir. À tous ces problèmes, il faudra trouver des solutions. Nos enfants, ils ont fait des choix sans connaissance de ce qui se passe. Ça suppose que nous ne lisons pas beaucoup. Je pense qu'à ce niveau, nous allons définir d'autres stratégies pour qu'ils soient déjà au niveau du secondaire plus imprégnés de ce qui se passe à l'université. Autre aspect important, la communication entre parents et apprenants. Dans ce centre, nous avons aperçu des parents qui ont accompagné leurs enfants. Avec vos parents. On a beaucoup discuté sur le choix des filières avant les résultats. Mais après les résultats, il s'est fait que parmi eux, il y en a qui ont encore eu de penchant pour d'autres filières qu'ils avaient choisies. Donc, il y a un, par exemple, lui va faire le changement de filière. La filière qu'elle a prise avant les examens, là, elle est arrivée à confirmer ça. La semaine passée, nous sommes partis au campus pour pouvoir vérifier les filières. Cette opération d'orientation est voulue par le gouvernement pour faciliter la tâche aux bacheliers. Le choix avant le bac pour permettre à tout le monde de faire un choix. Le choix après le bac pour permettre à ceux qui ont réussi, après avoir fait une semaine de sensibilisation, d'information sur tous les établissements des 4 universités, leur permettre de faire de nouveaux choix, soit de confirmer ce qu'ils ont fait, soit d'infirmer, c'est-à-dire de faire d'autres choix. Les yeux rivés sur leur téléphone ou en train de se taquiner, ces désormais étudiants attendent d'être reçus. Avec la longue file, ils devront s'armer de patience. L'opération prend fin le 9 septembre prochain.
On en vient à présent à ces violences en Afrique du Sud. 5 personnes ont été tuées et près de 200 autres arrêtées dans les émeutes xénophobes qui secouent depuis dimanche l'Afrique du Sud. Ces violences sont qualifiées de totalement inacceptables par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Images et récits avec William Aguiar. Des magasins pillés, des bâtiments brûlés, des commerçants attaqués, c'est un spectacle chaotique que connaît l'Afrique du Sud. La région de Johannesburg est l'épicentre de ces violences qui ont démarré dimanche avec à la clé 5 morts et plusieurs blessés. La police annonce pour sa part 189 arrestations et indique avoir déployé des renforts dans les points chauds de la capitale économique. Pour disperser les manifestants incontrôlables, la police a tiré des balles en caoutchouc. Les gardes sont arrivés en trompe et ont vandalisé les magasins, explique ce témoin. L'Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent, est le théâtre régulier de violences xénophobes nourries par le fort taux de chômage et de pauvreté. Juste là, silencieux, le président Cyril Ramaphosa a pris la parole dans l'après-midi d'hier pour condamner dans les termes les plus forts ces violences xénophobes. Les attaques visant les commerçants étrangers sont totalement inacceptables, a-t-il insisté dans une vidéo postée sur Twitter. Je veux que cela cesse immédiatement. Et puis en sport, l'édition 2019 du championnat national junior et cadet de handball a pris fin. La compétition s'est déroulée sur les installations du Hall des Arts de Cotonou et vu la participation des jeunes filles et garçons Robert Copin-Edor et Varizomon. Djougou confirme sa suprématie sur le plan national du handball béninois. Les handballeurs et handballeuses de la ville commerciale du nord-ouest du Bénin remportent 3 des 4 trophées du championnat junior et cadet. L'affiche phare du jour est la finale junior garçon qui a opposé Azo Modèle de Porto Novo en bleu à ASEC de Djougou tout de noir vêtu. Une rencontre qui s'est déroulée en présence des autorités sportives de la discipline. Dès le coup d'envoi, les joueurs de Azo Modèle se procurent les premières occasions et engrangent les premiers points. La réplique côté ASEC a cassé le rythme des Bleus de Porto Novo. Les Djougois assiègent donc le camp portonovien et vont mener Azo Modèle 20-16. Score à la pause. La deuxième période va être à l'image de la première. La lucidité des joueurs d'ASEC fait la différence, permettant ainsi de s'imposer face au poulain de Albéric Tito, 34-28. Nous avons préparé la finale depuis, je pense, 3 jours. Après la première journée, nous avons déjà une idée de celui qu'on pouvait rencontrer déjà en finale. Et nous connaissons véritablement la force de Azo Modèle. C'est les enfants qui jouent extrêmement bien, extrêmement rapide. Ils ont un meneur que nous avons décidé d'écarter catégoriquement du jeu, puisque c'est lui qui est le moteur du jeu. Nous l'avons écarté et les enfants ont assuré en attaque. Vraiment, c'est merveilleux. Nous avons été surpris par l'adversaire. On a essayé de remonter le score, ce qu'on n'a pas pu. On a changé la forme de défense aussi. Mais il faut reconnaître qu'ils étaient un peu plus mobiles que nous en attaque et ils assuraient mieux en attaque. Pour les prochaines éditions, pour les prochaines compétitions, nous allons améliorer notre façon de jouer en attaque. Parce que notre grand problème, c'est l'attaque qu'on a vraiment pêché là. On a essayé de corriger le tir en défense, mais malheureusement, ça n'a pas pris. Félicitations à l'adversaire. Préparer la pépinière pour assurer la relève au niveau du handball béninois, telle est l'ambition de la Fédération béninoise de la discipline. Nous travaillons avec les jeunes à la base, ce qui rentre bien sûr dans le cadre du programme du gouvernement, c'est-à-dire le programme qui parle de la classe sportive. Alors, c'est pourquoi nous avions mis l'accent sur les jeunes, les cadets et les juniors pour préparer la relève. À l'issue du championnat disputé de façon linéaire dans les 2 catégories juniors et cadets, les différentes équipes qui ont terminé au podium sont reparties chacune avec des médailles et des trophées pour les vainqueurs. Chez les cadets, Espoir de Parakou repart avec le bronze, Synergie de Boycon avec l'argent et ASEC de Djougou avec l'or. Côté filles, Azo Modèle remporte le bronze, Espoir de Parakou l'argent et ASEC de Djougou l'or. Dans la catégorie junior filles, Espoir de Parakou a reçu le bronze, Flambeau d'Abomey l'argent et Azo Modèle l'or.
Tandis que chez les garçons, Flambeau d'Abomey repart avec le bronze, Azo Modèle l'argent et Assec de Djougou l'or. Eh bien, ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Nicanor Kovi à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTV.